Ok, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Thomas. Et donc, ouais, c'est aujourd'hui moi qui vais vous présenter un peu mon projet de recherche. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la microglie, vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est la microglie, pourquoi c'est important et aussi pourquoi c'est important dans la douleur chronique, notamment. Donc, ouais, tout d'abord, juste pour vous présenter d'un peu de là où je viens, je viens de France. Je viens d'une petite ville, Agen, qui est dans le sud-ouest de la France et c'est entre Bordeaux et Toulouse. Euh, je vais juste mettre mon pointeur, comme ça vous allez pouvoir voir. Et donc, ouais, c'est une petite image de ma ville et on est surtout connu pour nos pruneaux, les pruneaux d'Agen et pour le rugby aussi. Euh, pour ce qui est des études, donc comme je disais, j'ai commencé mes études à Agen et puis après je suis allé à Bordeaux pour continuer mes études où j'ai fait un master en neurosciences. C'est un peu là-bas où j'ai commencé la recherche finalement, où j'ai fait mes premiers stages et notamment un projet de recherche qui était de développer un modèle de souris où on a un récepteur qui est P2X4. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, etc. Mais donc ce récepteur-là était exprimé comme dans les conditions pathologiques et qui est notamment le cas en douleur chronique. Mais donc après tout ça, après ce master, j'ai commencé un doctorat et donc je suis arrivé ici au Canada et à Montréal pour commencer mon doctorat à l'université McGill et je suis dans le laboratoire donc du docteur Seguela. Et donc évidemment, mon projet de recherche, ça porte sur la douleur chronique et notamment sur la microglie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce projet est plutôt en continuité avec mon projet de master, essayer de creuser un petit peu plus ce sujet qui est très important. Et juste avant de commencer aussi, je voulais vous donner un petit peu c'est quoi mon rapport à la douleur. Finalement, il y a mon père qui ressent aussi beaucoup de douleur de manière assez quotidienne au niveau du dos et du genou surtout. Pour un rapport un peu plus personnel, moi j'ai aussi quelques douleurs au niveau du cou, au niveau du dos, où j'ai des rendez-vous assez récurrents, mais enfin, ça reste très soutenable pour moi, c'est correct, quoi. Mais donc ça reste quand même tout ça pour dire que c'est quand même un sujet qui est plutôt présent aussi dans ma famille. Et moi, du coup, je voulais en savoir un petit peu plus, essayer de faire bouger les choses à ma manière en faisant de la recherche, notamment sur ce sujet. Ok, donc on va commencer un petit peu la présentation. Et d'abord, je voulais vous introduire un petit peu la douleur et les voies cellulaires, un petit peu de la douleur, les mécanismes un petit peu cellulaires. D'abord, il faut savoir que la douleur, c'est quand même censé être une fonction protective. C'est censé juste alerter notre corps qu'il y a un danger et c'est plutôt utilisé comme un mécanisme de survie. Donc, en fait, pour expliquer un petit peu simplement, par exemple, si j'approche ma main un peu trop du feu, ben, je vais ressentir une chaleur, quelque chose de désagréable et un petit peu, si je m'approche trop près, ça va brûler, ça fait pas du bien, hein. Donc, je repère un petit peu le danger. Et comment on repère le danger? Ben, finalement, on a plein de récepteurs qui sont capables de repérer ça. Donc, par exemple, au niveau de la main, je vais avoir des récepteurs qui vont ressentir un petit peu cette chaleur. Et donc, le but après, ça va être finalement de transmettre ce signal de danger. Et où c'est qu'on le transmet? Ben, on a des nerfs qui vont remonter le signal et on va le remonter jusqu'à une région qui est super importante, la moelle épinière. Ici, il va y avoir plusieurs relais qui vont continuer à transmettre le signal. Et le but, c'est quoi? Ben, c'est de transmettre ce signal au niveau du cerveau. Et c'est à ce niveau-là, donc il y a plusieurs régions super importantes, différents relais, encore une fois, ça reste assez complexe, mais c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir l'apparition de la douleur. Et le but, c'est quoi finalement? Ben, ça va être de renvoyer le signal pour dire on refait le chemin inverse, on va repasser par la moelle épinière et on va repasser jusqu'à la main pour dire avoir une réponse en conséquence. Et en fait, c'est quoi la réponse ici? Ben, il faut que je sorte ma main du feu parce que c'est désagréable et j'ai pas envie de ressentir ça. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on ressent un petit peu la douleur. Et finalement, ben, ça, c'est un peu de la douleur aiguë que je vous ai dit, et ça a plutôt un rôle d'alarme, donc, et c'est quelque chose qui doit s'atténuer et disparaître quand je sors ma main du feu, ben, il n'y a plus besoin d'avoir ce signal-là, puisque je suis plus en danger. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des dérégulations de ces voies qu'on appelle un petit peu somatosensorielles, donc de ces voies de douleur,
et par exemple après des lésions nerveuses. Et ça se traduit comment? On dit qu'il y a une augmentation de l'excitabilité neuronale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces voies-là, en fait, elles sont plus sensibles et elles vont être un peu trop activées. Et on parle par exemple de hyperalgésie. Qu'est-ce que c'est? C'est une réponse à un stimuli nocif qui est plus forte. C'est-à-dire, par exemple, si je me pique un petit peu avec quelque chose, je ressens un petit peu de douleur, mais c'est classique. Mais dans ces cas-là, cette même piqûre, je vais la ressentir beaucoup plus forte et ça va me procurer beaucoup plus de douleur. Donc, on parle d'hyperalgésie. Et ensuite, on a aussi allodynie, une réponse à un stimulus qui est normalement inoffensif et qui va devenir beaucoup plus douloureux. Un exemple, par exemple, je touche la table, je ne ressens pas de douleur, mais dans certaines conditions, avec ces voies qui sont un petit peu plus excitables, un peu plus sensibles et trop activées, mais finalement, le règle fait, par exemple, de toucher une table, je vais ressentir un petit peu de douleur alors que je ne devrais pas. Et donc, il y a plusieurs régions qui sont très importantes, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré finalement que la région de la moelle épinière est super importante dans les douleurs chroniques, douleurs neuropathiques. Et là, il se passe vraiment, il y a une hyperexcitabilité qui est vraiment anormale. Et il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de problèmes à d'autres niveaux, mais ça reste une région très importante. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais vous parler un petit peu de microglies. Avant ça, je voulais aussi préciser, je vais parler de SNC, c'est plutôt le système nerveux central. Le système nerveux central, ça englobe donc notre cerveau et notre moelle épinière. Et donc, pour reparler, en fait, finalement, c'est quoi la microglie? Ben, il faut savoir que dans notre système nerveux central, dans le cerveau aussi, il n'y a pas que des neurones. Il y a aussi d'autres types de cellules qu'on appelle des cellules gliales. Et il y a notamment plusieurs sortes de cellules gliales. Donc, il y a par exemple les astrocytes, les oligodendrocytes aussi. Donc, ils ont forcément des rôles très importants aussi. Mais il y a aussi la microglie. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est de ça dont je voulais vous parler, de la microglie. Comme je vous l'ai dit, ma recherche elle se donc, focus sur les microglies. Il faut savoir que ça représente environ 10% du nombre de cellules qui sont dans notre système nerveux central, donc c'est pas rien. Et on les appelle un petit peu les cellules immunitaires de notre système nerveux central. Donc, la microglie, c'est bien, mais ça sert à quoi? C'est important pourquoi? Ben, en fait, on dit que la microglie, finalement, c'est assure l'homéostasie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire on essaie d'assurer l'équilibre, c'est-à-dire on s'assure que tout va bien d'un point de vue physiologique dans l'environnement de la microglie, donc dans notre système nerveux central. Et en fait, la microglie, elle est constamment en train de bouger et elle est toujours en mouvement. Et son but, elle est toujours en surveillance, qu'on appelle. Elle essaie de s'assurer que tout va bien. Donc, elle surveille l'environnement. Hop, OK, tout va bien, c'est bien. Mais voilà, elle est aussi là pour détecter, par exemple, s'il y a un stimulus inflammatoire, quelque chose qui ne va pas, mais c'est elle qui va pouvoir détecter ce stimulus-là. Et c'est aussi, il faut savoir que c'est la première, les microglies, ce sont les premières à arriver au site où il y a, par exemple, une infection, des dommages. C'est elles qui vont arriver en premier et qui vont déclencher plusieurs signaux. Et quand elles arrivent à ce site donc d'infection, par exemple, il va avoir une microglie qui va s'activer, on dit. Et par exemple, elle peut avoir une microglie pro-inflammatoire. Et ça se traduit par quoi? On parle de libération de cytokines inflammatoires, mais ça sert à quoi? C'est juste en fait pour alerter, c'est un système d'inflammation pour dire attention, il y a du danger. Et le but, ça va essayer de ensuite avoir des réponses en conséquence, comme je le disais dans l'introduction. Donc, participer finalement à la défense et aussi à la réparation de notre système nerveux central. Mais aussi, la microglie, une fois que on a un petit peu réglé finalement ce danger-là, elle va pouvoir un peu se désactiver, on va dire, avoir une autre type d'activation ou la microglie anti-inflammatoire, où le but, là, ça va être aussi une libération de cytokines anti-inflammatoires, cette fois pour dire, OK, c'est bon, il n'y a plus vraiment de danger, on a réglé le problème, on va essayer plutôt de protéger nos neurones, par exemple, notre environnement. Et il y a aussi une fonction très importante à ce niveau-là. On parle donc de phagocytose. La phagocytose, c'est quoi? C'est essayer de se débarrasser des éléments gênants. Donc, on va en discuter un petit peu plus tout à l'heure dans la présentation, mais c'est une fonction qui est très importante aussi. Par exemple, s'il y a des neurones qui ne fonctionnent plus,
où il y a des choses dont on veut se débarrasser, ben, on va parler de phagocytose pour nettoyer un petit peu l'environnement. Et tout ça, ça sert bien évidemment aussi à la protection de notre système nerveux central. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des dysfonctionnements de la microglie, et notamment ces fonctions super importantes dont je vous ai parlé, que ce soit dans la libération de cytokines qui sert à alerter pour l'inflammation. Des fois, il se peut qu'il y ait beaucoup trop de libération de ces cytokines-là, ce qui fait que notre système va être constamment inflammé et on va ressentir finalement beaucoup de douleur, ou aussi des problèmes dans la phagocytose. On n'arrive plus forcément des fois à nettoyer correctement notre environnement. Et en fait, tout ça, ça participe à l'élaboration de maladies neurodégénératives, mais aussi de douleurs chroniques neuropathiques. Et donc, pour vous parler finalement un petit peu plus donc, de ma recherche, donc, on a notre microglie qui est plutôt en mode surveillance, comme je vous l'ai expliqué. Et par exemple, le neurone dégénérescent, euh, il va libérer de ce qu'on appelle de l'ATP. Et l'ATP, c'est quoi? C'est pour alerter nos cellules pour dire attention, danger, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et le but, ça va être quoi? La microglie va pouvoir ressentir ça, reconnaître cet ATP et va venir se déplacer là où il y a le problème, en fait. Et ça, c'est très important puisque cette détection de l'ATP par la microglie, ben, c'est ce qu'on appelle la première étape dans la voie de signalisation de la douleur. Et la question d'après, c'est d'accord, mais comment finalement la microglie elle reconnaît cet ATP? Et bien ça, c'est possible grâce à la présence de récepteurs, des récepteurs, ces petites choses bleues là que vous voyez. C'est ce qu'on appelle cela, c'est des récepteurs purinergiques, qu'on appelle des récepteurs P2 aussi, qui sont exprimés par la microglie, c'est-à-dire à la surface de la microglie. Et en fait, comment ça marche? Ben finalement, l'ATP va pouvoir venir ici, il va pouvoir venir se lier au récepteur. Euh, Comment ça marche ça? En fait, c'est très simple. C'est un peu comme le système clé-serrure. J'ai besoin de la bonne clé pour ouvrir la serrure. Si je n'ai pas la bonne clé, je ne vais pas être capable de pouvoir venir activer ce récepteur. Et finalement, l'ATP est capable d'activer uniquement ces types de récepteurs qu'on appelle donc des récepteurs purinergiques. Le but, c'est quoi? C'est donc d'activer ces récepteurs et ça va engendrer quelques mécanismes. Donc, on va en discuter juste après. Juste un point pour aussi ces récepteurs purinergiques. C'est quand même une grande famille. Il y a beaucoup de rôles super importants qui sont euh, faits par ces récepteurs-là. Et donc, ils sont composés de récepteurs P2X et aussi de récepteurs P2Y. Et en fait, vous pouvez voir, c'est quand même une grande famille. Il y a quand même pas mal de récepteurs P2X, pas mal de récepteurs P2Y. J'avais mis quelques-uns en rouge. Et donc P2X4, P2X7, P2Y6 et P2Y12, finalement, ce sont ces récepteurs-là qui sont exprimés par la microglie. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré que finalement, ces récepteurs donc purinergiques qui sont présents dans la microglie, ils ont des rôles super importants, et notamment dans la douleur. Donc, pour parler un petit peu de ces récepteurs-là, on a le récepteur P2X4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans des conditions normales, ce récepteur-là, P2X4, il est exprimé donc à la surface de la microglie, mais plutôt en faible quantité. Par contre, une différence majeure, c'est qu'en conditions pathologiques, et donc c'est le cas en douleur chronique neuropathique, on a une grosse expression de ces récepteurs P2X4 à la surface de la microglie. Et ça, finalement, ça va engendrer des problèmes puisque ces récepteurs-là vont pouvoir être activés donc, par l'ATP. Et ensuite, ça amène à des mécanismes assez complexes, mais qui va amener finalement à une libération de BDNF. En fait, tout ça, c'est pour dire que ça va activer d'autres types de récepteurs qui vont engendrer d'autres réponses. Et au final, ça se traduit par une diminution de neurones inhibiteurs et aussi une augmentation de neurones excitateurs. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? En fait, finalement, ben, il va y avoir une hyperexcitabilité. Et c'est comme ce que je vous disais dans l'introduction, une hyperexcitabilité, ben, c'est un problème qui se passe notamment dans les douleurs chroniques neuropathiques. Et juste pour confirmer que ce récepteur-là est super important dans la douleur aussi, euh,
Des antagonistes de P2X4, ça permet de réduire la douleur. C'est quoi des antagonistes en fait? C'est un moyen de bloquer les récepteurs donc P2X4. Comment ça fonctionne? En fait, c'est juste par exemple une molécule qui va venir se lier au récepteur ici. Et si j'ai une molécule qui vient se lier et donc bloquer le récepteur, mais finalement, l'ATP ne va plus être capable de venir se lier à ce récepteur-là et donc ne va plus être capable de venir activer ces récepteurs et donc finalement cette voie après qui suit cette activation. Et ça a été montré que ben, finalement on est capable de réduire un petit peu la douleur en bloquant ces récepteurs-là. Ensuite, on a aussi les récepteurs P2X7. Encore une fois, il a été montré qu'il y a une surexpression de ces récepteurs P2X7 dans des conditions de douleur neuropathique. Euh, Comment ça fonctionne aussi, et il y a un rôle super important, c'est qu'il faut une grosse quantité, une grosse concentration donc d'ATP pour activer ces récepteurs P2X7. Et en fait, ça va amener à pareil, un mécanisme assez complexe, mais qui va amener à une libération de cytokines pro-inflammatoires, de cytokines interleukine 1 bêta, comme on appelle, et ça, comme je vous le disais dans mon explication, dans mon schéma un peu plus tôt, avec des rôles de la microglie, ben, ça va amener à ben, de l'inflammation et ça va aussi amener à de la douleur. Et encore une fois, il a été montré que des antagonistes donc de P2X7, cette fois où on vient bloquer les récepteurs P2X7, c'est aussi capable de réduire la douleur. Ça montre aussi que finalement ces récepteurs P2X4 et P2X7, donc avec ces voies cellulaires, où ces voies sont un peu trop activées, il y a trop de libération de cytokines, par exemple, et tout ça, finalement, ça amène à un maintien de la douleur qu'on peut ressentir finalement. Un dernier récepteur dont je voulais vous parler, c'est le récepteur P2Y6 aussi dans la microglie. Et il est aussi en condition, en douleur neuropathique, finalement, il y a une surexpression de ce récepteur à la surface des microglies. Et lui, son rôle, ben, c'est la phagocytose. Et donc, comme je vous disais, c'est une fonction super importante où le but, c'est se débarrasser un petit peu des éléments gênants. Et bon, pour faire un schématique de l'explication de la phagocytose, finalement, par exemple, on a ces petites billes là. Euh, Ça peut être par exemple des débris cellulaires ou n'importe. On veut essayer de se débarrasser de ça. Donc la cellule microglie va pouvoir venir ici, donc va être activée. On va activer ces récepteurs P2Y6 qui sont à la surface de notre microglie. Et finalement, ça va engendrer un mécanisme où peu à peu, on va venir englober ces petites billes là qu'on va se débarrasser et on va venir les manger un petit peu et ensuite les digérer pour les faire disparaître. Et donc ça, c'est une fonction super importante aussi. Et encore une fois, ben, quand on met des antagonistes de P2Y6, on est capable aussi de réduire un petit peu la douleur. Donc finalement, ces récepteurs-là, ces récepteurs purinergiques, et notamment P2X4, P2X7 et P2Y6, en microglie, ben, ça peut être des cibles thérapeutiques. Le problème, c'est qu'on a essayé d'avoir justement des antagonistes pour bloquer sélectivement ces différents récepteurs et essayer de bloquer ces sensations de douleur. Le problème, c'est qu'il y a souvent aussi quelques effets secondaires où ça ne fonctionne pas à 100% dû à ce que finalement ces antagonistes-là ne sont pas assez sélectifs. On n'est pas capable de cibler vraiment juste ces récepteurs-là. Et ça, c'est un problème. Même si il y a toujours pas mal de recherches là sur ces récepteurs-là et on s'améliore d'un point de vue sélectif, etc. Donc ça reste en bonne voie, mais comme je vous l'ai montré aussi, ça reste des voies cellulaires qui sont très importantes donc, dans la douleur et dans l'inflammation. Mais par contre, une chose qui n'est pas vraiment connue, c'est la modulation, un petit peu la régulation de ces voies. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que, par exemple, ça peut être un autre récepteur ou quelque chose d'autre, pardon, qui va être capable de venir moduler ces récepteurs. Ça veut dire moduler la réponse de ces récepteurs, soit augmenter ou inhiber la réponse de ces récepteurs. Et ça, on ne sait pas trop. Et ça peut être super intéressant parce que, comme je vous le disais, finalement, ces récepteurs-là sont super importants, mais en les bloquant ou pas, on n'a pas encore de résultats à 100%.
ça peut être intéressant justement d'essayer de trouver un autre récepteur qui, on peut peut-être avoir un effet sur cet autre récepteur-là. Et en fait, mon projet, ça consiste donc à essayer de mieux comprendre donc, la modulation de ces mécanismes cellulaires de la microglie qui sont impliqués donc, dans la douleur chronique neuropathique. Et donc, ça, c'est un petit peu un schéma donc, que j'ai fait pour un petit peu synthétiser ma recherche. Donc, vous pouvez voir, ça reste, c'est assez complexe, mais c'est aussi pour se donner une idée que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de mécanismes en même temps qui se passent. Il n'y a pas qu'une seule voie cellulaire qui est impliquée, il y a beaucoup de mécanismes cellulaires, beaucoup de récepteurs, il y a énormément de choses qui se passent. Mais pour résumer un petit peu mes résultats, donc je vous parlais, on a cette microglie qui est en surveillance, et par exemple, après un neurone endommagé, donc il va y avoir cette libération d'ATP, de signal de danger. Donc la microglie va pouvoir venir se déplacer jusqu'au problème, et ensuite elle va pouvoir être activée. Et là, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que en fait, finalement, on a ce récepteur qui est un récepteur donc on appelle ADRB2, c'est un récepteur adrénergique bêta-2 adrénergique. Et en fait, ce que je montrais, c'est que ce récepteur-là, il est capable d'inhiber le récepteur P2Y6 et il est capable aussi donc d'inhiber la fonction de ce récepteur qui est la phagocytose. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce récepteur bêta-2 peut venir moduler la réponse de P2Y6. Et ça, pourquoi c'est super intéressant? Parce que, comme je vous le disais, le récepteur P2Y6, si on met des antagonistes de ce récepteur, on est capable un petit peu de diminuer la douleur. Mais encore une fois, en termes de sélectivité pour bloquer ce récepteur-là, ce n'est pas encore ça. Mais par contre, peut-être qu'on pourrait agir sur ce récepteur qui est en amont de la réponse de P2Y6 pour venir inhiber ce récepteur-là. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais enfin, si vous avez des questions après, on pourra en discuter un peu plus. Et une autre partie finalement de mon projet, ça concerne donc le récepteur P2X7. Et est-ce que je montre finalement s'il y a certains mécanismes qui se trouvent dans la microglie, notamment on parle de adénylate cyclase. Ces mécanismes-là finalement seraient capables de venir potentier donc la réponse de P2X7, c'est-à-dire augmenter sa réponse. Euh, c'est un projet qui est toujours en cours, donc je suis toujours en train de travailler dessus pour voir finalement si on peut avoir un effet aussi sur la libération de cytokines. Et comme je vous l'expliquais, la libération de cytokines, c'est très important pour déclencher donc l'inflammation et aussi la douleur. Et il y a des fois trop de libération de cytokines. Et donc, si on est capable avec ce mécanisme-là d'avoir un effet sur la libération de cytokines, à la place d'essayer d'agir sur P2X7 où il semble que ça a l'air un petit peu compliqué, on pourrait peut-être agir aussi, encore une fois, en amont avec ces mécanismes-là, essayer de bloquer peut-être ces mécanismes-là pour essayer de réduire l'activité de P2X7 et donc avoir un impact sur la libération de cytokines. Donc, ça, c'est pour un petit peu mon projet. Donc, j'ai différents projets, mais c'est un petit peu le but de tout ça, essayer d'un petit peu mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue cellulaire, donc au niveau de la microglie, avec tous ces mécanismes qui sont très complexes. Mais c'est un petit peu essayer voilà, d'essayer de mieux comprendre et en comprenant un petit peu mieux, on peut peut-être essayer d'agir à différents endroits pour essayer finalement à la fin d'essayer de trouver quelque chose de concluant en point de vue d'un traitement. Juste pour finir aussi, juste pour vous dire à quel point finalement les microglies, c'est quelque chose de super important et c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, notamment dans les différents laboratoires et on se rend compte de l'importance finalement de la microglie, comme quoi il n'y a pas que les neurones, même si ça reste très important, bien évidemment. Il y a pas mal d'études précliniques finalement qui visent les microglies pour essayer d'avoir cet effet protecteur. Et juste, je voulais juste vous donner quelques différents traitements qui pourraient être utilisés aussi. Il y a certains, euh, on pourrait utiliser l'aminocycline euh, qui est, qui permet finalement en fait d'inhiber l'activation des microglies. Et ça a été montré donc pour réduire les douleurs neuropathiques. Et c'est notamment utilisé pour des patients qui souffrent donc de sciatique ou aussi des patients qui souffrent donc de diabète avec des symptômes neuropathiques. Il y a différents autres
qui peuvent être utilisés, comme la rosiglitazone, qui serait un modulateur de la microglie. Et ça permet de faire passer la microglie donc pro-inflammatoire, donc, qui libère plein de cytokines avec l'inflammation et de la douleur, à plutôt une microglie anti-inflammatoire qui permet plutôt finalement de protéger un petit peu notre environnement. Donc il y a celle-là aussi, il y en a encore deux autres ici, là, avec ces noms-là, qui sont on parle plutôt d'inhibiteurs de P38 kinase. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un autre type de mécanisme qui est impliqué et ce mécanisme sont super importants puisqu'ils sont impliqués dans l'inflammation. Et c'est encore des traitements qui sont encore en train d'être testés d'un point de vue préclinique, mais ils pourraient être utilisés dans les cas de douleurs neuropathiques et aussi d'arthrite. Donc il y a encore plein d'autres différents traitements qui sont en train d'être étudiés et utilisés pour essayer justement d'essayer de trouver de meilleurs traitements, parce que vous devez certainement le savoir, en ce moment, on a des traitements qui utilisent plutôt les opioïdes et qui finalement ne marchent pas si bien que ça. Donc on essaye toujours de trouver quelque chose, une manière d'améliorer un petit peu ça et d'avoir de meilleurs résultats sur ces traitements-là. Euh, Ouais, donc c'était tout pour moi. Donc je voulais juste un peu vous parler un petit peu présenter un autre type de cellules, ces cellules microgliales, qui sont vraiment très importantes. Et donc ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre.